Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Brigitte Bardot, accompagnée de la SPA, vont monter au créneau. Oui, de manière générale, dès l'âge de 3 mois, chaque chien doit être inscrit sur le registre municipal avec des détails précis sur l'animal et son maître. Les propriétaires de certains chiens, comme les chiens guides ou de sauvetage, et les personnes ayant de faibles revenus, peuvent obtenir une exonération. Bah oui, je suis en train de vous annoncer que le gouvernement prévoit d'introduire une taxe d'habitation d'environ 100 € par an sur les chiens. Alors après les humains, ce sont 30 millions d'amis, voire beaucoup plus, qui sont visés par la folie économique. Bonsoir à vous, bienvenue dans La France Libre, une émission du CNTF-CH. Avec Philippe et Jean-Pierre et vous-même, messieurs, dames, qui nous faites l'honneur de nous regarder et de nous suivre. Merci, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de ton accueil et puis bonsoir à tous celles et ceux qui nous écoutent. Et là, je reste bouche bée par rapport à ce que tu viens de nous annoncer, Sylvain. Alors, je ne sais pas si ça va se concrétiser, mais disons que là, on s'approche tout doucement d'un genre de folie qu'on n'avait pas encore vécu jusqu'à maintenant, qui consiste à faire payer les chiens, ou à nous faire payer pour les chiens. Alors, on payait déjà pour les animaux de compagnie, on payait déjà très cher en allant voir le vétérinaire. À chaque fois qu'on franchit la porte du vétérinaire, je pense que tous les propriétaires de chiens, de chats et d'animaux de compagnie le savent, eh bien, on prend un sévère coup de fusil au niveau financier. Alors là, en l'occurrence, 100 € pour un chien, en taxe d'habitation. Alors, s'il faut donner un droit à l'animal, est-ce que ça va avoir des incidences sur justement le droit animal? Est-ce qu'on va avoir des devoirs vis-à-vis d'un animal bientôt? Est-ce que on va devoir payer une taxe d'habitation pour les tortues? Les poissons rouges. Et oui, et toutes ces questions tombent en rafale automatiquement dès lors que la porte est ouverte sur la taxation des animaux de compagnie ou des animaux tout court. Pourquoi pas les moustiques et pourquoi pas, voilà. Et on peut compter sur l'inventivité de nos gouvernants pour nous trouver des idées aussi brillantes que ça, mais tous les jours, si c'est nécessaire. Alors, en attendant qu'on cherche, comme vous l'avez sûrement vu comme moi, on cherche quelques milliards d'euros qui ont disparu, qui étaient issus de la TVA et dont on ne sait pas quel emploi il a été fait de ces milliards. Alors, on cherche, on va sûrement trouver, il n'y a pas de raison. En attendant, on taxe les chiens. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble ubuesque. Vous savez, Ubu, c'était le père Ubu, c'est un personnage inventé, un personnage de théâtre inventé, qui était un monarque stupide, un monarque totalement absurde, et d'où vient le mot ubuesque. Alors voilà, je vais passer la main maintenant à Jean-Pierre, qui a des choses à nous dire. Oui, alors merci. Les SS n'aimaient pas les chiens et généralement ils leur tiraient une balle dans la tête quand ils en croisaient un. Mon père a eu un chien comme ça et la balle est passée au-dessus du crâne. Et il a pu récupérer son chien. Alors pourquoi alors les 10 gouvernements et les 10 gouvernants, ces gens ne gouvernent rien, même pas eux-mêmes. Désolé, mais gouverner, c'est prévoir et mettre toute son énergie pour le bien-être de chacun, de chacune et de tous. Donc, ces gens-là ne gouvernant rien, les dictateurs inventent des dictats. Et le dictat, c'est de nous taxer parce qu'on a un chien. Moi, j'ai beaucoup d'araignées chez moi, alors je vais finir ruiné, parce que en plus, les araignées, si on taxe sur le nombre d'yeux, elles ont 6 yeux chacune. Et les pattes et les pattes, je crois que c'est 8. Alors, depuis à peu près 10 000 ans, au moins 10 000 ans, les 10 rois ont imposé leur dictat sur le peuple pour pouvoir mener une vie de luxe absolu. Alors, il n'y a pas que les rois, maintenant il y a les présidents, les ministres, tous les sinistres de la société, parce que s'ils arrivaient à comprendre leur propre vie, ce serait mieux pour nous. Comment dire? Moi, je les écoute pas, j'ai pas la télé, je les écoute pas. J'apprends les nouvelles justement en vous écoutant. Chers amis, merci d'écouter pour moi toutes ces choses horribles qui me tordraient l'estomac si je me risquais à appuyer sur le bouton d'une télé. J'ai parlé au nom de tous les miens, dont les animaux, que j'affectionne particulièrement, puisque eux, au moins, ont la franchise et l'aspect direct que notre humanité a parfois perdu. Eh bien, je vous laisse la parole maintenant. Merci de m'avoir entendu.
Eh ben, merci beaucoup. Je peux la reprendre avant que tu reprennes, Sylvain, s'il te plaît. Absolument, absolument. Je voulais dire un petit mot sur l'ivermectine. Alors, ça se passe pas en France, ça se passe aux États-Unis, comme souvent. Mais l'ivermectine, on s'en souvient tous, hein. C'était ce médicament que Monsieur Raoult préconisait pour lutter contre la Covid-19 et qui s'est vu interdire en France et ailleurs d'ailleurs, au motif que non, c'est pas fait pour ça, c'est un vermifuge, c'est pour les animaux, c'est pas pour les êtres humains, blablabla. Bla, bla, bla. Eh bien, aux États-Unis, il y a eu des poursuites judiciaires qui ont été lancées, comme souvent savent le faire les Américains, pour attaquer justement l'idée que l'ivermectine ne serait utile que pour les animaux en qualité de vermifuge. Et donc, il a été démontré, en tout cas, le procès a été perdu par ceux qui ont été attaqués, donc en l'occurrence la Food and Drug Administration, donc c'est le top du top au niveau de la santé aux États-Unis, hein, qui a été attaqué pour avoir prétendu que l'ivermectine n'était bonne que pour servir de vermifuge aux animaux. Et d'autres personnes ont prouvé que ça allait un tout petit peu plus loin, et que statistiquement et que médicalement parlant, il y avait eu des guérisons de la Covid-19 à partir de l'ivermectine. Donc, ça a été prouvé, ça a été accepté, et on a un avocat de la maison, enfin on va dire un avocat de la Food and Drug Administration qui fait amende honorable tout simplement, hein, et qui dit bah oui, on a été un petit peu vite en besogne. Effectivement, il semblerait que l'ivermectine ait des vertus par rapport à la Covid-19. C'est bien de le savoir, c'est bien de l'apprendre un petit peu derrière le rideau, un petit peu derrière la scène. On l'apprend comme ça par hasard, furtivement, alors que c'était quelque chose de totalement martelé il y a quelques années en arrière, souvenez-vous, où il fallait surtout pas aller vers l'ivermectine, c'était interdit, le produit avait été supprimé, on ne le trouvait plus en pharmacie, les pharmaciens, quand vous le leur demandiez, vous regardez avec des grands yeux en disant êtes-vous sûr que, etc., et en s'arrachant le cœur, ils allaient chercher un paquet d'ivermectine, et puis ils vous le vendaient la mort dans l'âme, on va dire ça comme ça. Enfin, c'était très théâtralisé, j'ai envie de dire. Et tout ça, ce théâtre-là, eh bien, il s'est écroulé, il s'écroule. Il n'y a plus de théâtre. L'ivermectine est réhabilité. Youpi pour l'ivermectine. Et puis, je voudrais simplement dire que ah oui, j'ai vu une scène assez extraordinaire qui a été faite dans un cinéma de Suisse. Pourquoi un cinéma? Pourquoi la Suisse? Pourquoi le cinéma? Parce que des gens quelconques, c'est-à-dire tirés au hasard dans la rue, qui vont voir un film et qu'on interroge en leur demandant, mesdames et messieurs, on va pas vous déranger longtemps avant votre film. On voudrait c'est pour un sondage, donc, comme on dit, hein. Et c'est le docteur un tel qui donne son nom. Et on aimerait savoir si dans les gens qui sont dans la salle, il y en a quelques-uns qui connaissent quelqu'un qui a eu à souffrir d'effets secondaires de la Covid-19. Tous les bras se lèvent en même temps, ça fait à peu près 100% de la salle, quoi. Alors que quand on parle de ce sujet aux autorités sanitaires, elles disent ah oui, non mais il y a des corrélations, mais c'est très rare. Donc le phénomène est très rare. Ben, dans une salle de cinéma assez grande, hein, on peut la citer, ça a été fait en Suisse à la salle du Rex à Vevey. Eh bien, on s'aperçoit que tout le monde connaît quelqu'un, au moins connaît quelqu'un, qui a eu à souffrir des effets secondaires. Donc, ça n'est pas rare. Voilà ce qu'on voulait dire, avant de laisser la parole à Sylvain. Très bien, merci Philippe. Nous allons regarder 2 minutes 40 de reportage, l'actualité en images tout de suite, et puis juste après nous développerons le sujet du soir. Le médecin d'aujourd'hui est un vendeur de médicaments. Oui et non. Techniquement parlant, je ne vais plus chez un médecin pour me faire soigner. Pourquoi est-ce que je vais encore chez le médecin? Parce que j'ai besoin d'une ordonnance pour une prise de sang, par exemple. Parce que j'ai besoin d'une imagerie médicale. C'est deux sujets où il n'y a que la médecine chimique qui peut me donner la solution. Si j'ai besoin d'une échographie, je ne sais pas la faire tout seul. J'ai beau palper d'une manière ou d'une autre, je n'aurai pas le même résultat. L'imagerie médicale est quelque chose de très, très, très performant. Une fois de plus, c'est pas de la médecine, c'est de l'ingénierie. L'ingénierie est très puissante. L'ingénierie fait de très belles choses. Et dans le cas de la médecine sans ingénierie, c'est plus de la médecine. Donc pour ces raisons-là, oui, je vais encore chez un médecin. Mais pour me soigner, non, je ne vais pas chez un médecin. Passer mon temps
10 minutes ou un quart d'heure devant quelqu'un qui ne va pas m'écouter, qui va prendre un protocole fait par quelqu'un d'autre, parce qu'on refuse qu'il soit intelligent et qu'il utilise ses compétences, et me lire le protocole et me dire « vous allez manger telle chose que vous allez trouver dans telle pharmacie », sans même savoir comment je m'appelle, j'en vois pas l'intérêt. La médecine a perdu ses bases. La base de la médecine, c'est empirique. On a un patient qui vient, il y a un problème, on écoute, on essaye de comprendre le problème et on essaye des remèdes jusqu'au moment où ça marche. On ne prend pas un protocole pondu par l'OMS ou par l'ordre des médecins et espérer que ça va marcher dans tous les cas. Non, ce n'est plus de la médecine, c'est du commerce. Le médecin d'aujourd'hui est un vendeur de médicaments. Je vais vous raconter une anecdote. Ici en Belgique, dans un centre de zoonothérapie à Bruxelles, dont je ne citerai pas le nom, il se reconnaîtra, nous avons eu une jeune médecin qui est venue en stage chez nous. Son frère est médecin, son père est médecin. Et elle est à l'ULB, l'Université de Bruxelles. Après ses 6 mois de stage, elle revient au centre en pleurs, en nous disant « j'ai raté ». On ne comprend pas. Et on prend le papier de l'ULB, de son échec, qui l'obligeait à refaire ses 6 mois de stage. Et le seul motif, j'ai bien dit le seul qu'il y avait sur le papier, c'est « n'a pas assez prescrit ». Pendant ces 6 mois de stage, elle n'avait pas vendu assez de médicaments, donc elle n'avait pas le droit d'être médecin. Si ça, c'est soigner des gens, on ne fait pas du tout le même métier. On n'a pas la même vision des choses. Et ma vision des choses est de m'intéresser aux gens qui viennent me voir et non pas à un protocole pondu par Dieu seul. Et ce monsieur a totalement raison, enfin du moins c'est ce que je pense, s'intéresser à l'humain et non pas à un protocole. Ah bah absolument. Et puis oui, c'est tout à fait intéressant. Et là, on n'est plus des patients, on devient des clients. C'est exactement la tendance lourde que nous vivons. Nous sommes désormais des clients. On a des clients des produits qui sortent des usines, des produits qui sont plus ou moins d'ailleurs porteurs d'ennuis de santé selon ce qu'on va mettre dans les magasins, évidemment. Il y a des produits qui vous détériorent la santé. Il y a des médicaments qui vous la réparent provisoirement jusqu'à la prochaine fois. Mais des médicaments qui guérissent, on en connaît peu, voire pas. Voilà. Donc, ce qui arrive à cette dame dans l'exemple qui est cité par ce monsieur est assez terrible, mais elle a appris donc à ses dépens qu'effectivement, elle était dans un club non pas de gens de scientifiques ou artistiques. Je dis artistique à dessein parce que on dit aussi que la médecine est un art et non pas une science. On pourrait y revenir. Mais qu'elle a affaire elle est à l'intérieur d'un système commerçant, d'un système commercial ou commerçant. Voilà, ce qui doit être écrit pratiquement en clair sur son motif de refus de sa participation au système. Elle n'a pas assez prescrit, bah oui. Mais je serais pas surpris qu'on lui ait pourtant dit dans ses études qu'il fallait prescrire. Elle a dû entendre ça. Mais si elle n'a pas suffisamment prescrit, c'est soit qu'elle n'a pas bien vu les choses, sous-entendu, j'imagine l'argumentaire de ceux qui l'ont jugée, elle n'a pas bien vu les choses, donc elle n'a pas assez prescrit. Voilà. Dans l'autre façon de voir les choses, c'est elle n'a pas prescrit car elle n'a pas vu l'utilité de prescrire et avec un effet bénéfice-risque qui pouvait être au détriment du patient. Et les médecins, ils ne veulent pas en entendre parler, évidemment. Voilà. Jean-Pierre. Oui, alors on reconnaît là, enfin moi je reconnais les lobbies qui payent les universités de médecine, soi-disant de médecine. Médecine, ça veut dire se mettre au milieu entre l'être et lui-même, entre l'être et ses profondeurs. Alors je me sens très triste et à la fois réjoui que cette personne, enfin très triste de ce qui se passe, et réjoui que cette personne ait échoué à cet examen qui n'aurait eu comme référence que de la classer parmi les vendeurs de soi-disant santé, et en fait sont des vendeurs de mort. Je me réjouis pour elle. Chouette, elle ne fait pas partie du clan des truands qui font semblant de guérir et qui ne guérissent rien, qui font que de soigner au détriment du porte-monnaie des patients ou de la sécurité sociale, suivant les pays. Donc, je reste sur cette réjouissance. Félicitations à cette dame d'avoir échoué. Eh bien, merci d'avoir entendu. Merci à toi, Jean-Pierre. Le sujet de ce soir, nous allons nous interroger sur les intempéries. Les intempéries vues par le Conseil national de transition français, canal historique. Maintenant, j'ai envie de me demander, les intempéries, c'est ce que l'on a vu dernièrement en France ou alors il y a bien plus de choses? Eh bien, je vais laisser mes camarades travailler. Voilà, on est dans le vif du sujet. Alors, je commence
Avec plaisir. Effectivement, c'est ce qu'on a vu en France encore récemment. Là, on peut parler de la tempête Leslie qui a eu lieu à Nice, je crois, hein. On peut parler aussi des intempéries qui ont frappé à un endroit où d'habitude elles ne frappent pas trop. C'est dans le département du Rhône. Et il y a toute une route qui a été inondée, mais vraiment inondée. On voit les voitures, il y en a jusqu'au toit, quoi, à peu près jusqu'au toit. Alors il y a un journaliste qui s'est étonné en se disant voilà, ça c'est le résultat du réchauffement climatique. Alors ça c'est le genre d'information qui est diffusée à la va-vite pour soutenir une thèse alors que tout est faux, quoi. Je veux dire, en fait, ce qui se passe, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que l'excès d'eau qui est tombé effectivement dans cette commune, sur cette commune, a rejoint tout naturellement le lit d'une ancienne rivière qui n'était autre que le canal d'Entre-deux-Mers. Si vous connaissez le canal d'Entre-deux-Mers ou si vous en avez entendu parler à l'époque où il existait, eh bien, il reliait la Méditerranée à l'Atlantique via toute une série de canaux, hein, qui portaient des noms différents ou qui faisaient partie de ce canal de l'Entre-deux-Mers et qui portaient des noms différents. Là, en l'occurrence, donc effectivement, c'était son lit naturel et ce lit avait été bouché, avait été récupéré pour faire le passage d'une voie rapide qui reliait cette ville je dirais, à d'autres endroits dans la montagne. C'est une zone de moyenne montagne. Et voilà. Et ça, la vraie vérité, elle est là. C'est qu'il n'y a pas de réchauffement climatique qui tienne. Il y a simplement le fait que l'eau est allée tout naturellement à nouveau dans ce guide naturel qui était autrefois le canal et qui est devenu pas une autoroute, mais une voie rapide dont on a rehaussé, je dirais, le sol pour que ce soit moins profond qu'un canal, quoi. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc voilà, tout ça pour expliquer que les commentaires des journalistes nous emmènent toujours vers des solutions ad hoc, c'est-à-dire des solutions ad hoc, c'est-à-dire qu'ils vont dans le sens de ce qu'ils veulent démontrer, quoi. Or, ils veulent démontrer que nous sommes en plein réchauffement climatique. Ça, c'est une première interprétation. Je reviens rapidement sur Leslie, donc les intempéries qui ont eu lieu à Nice. Alors, je ne connais pas le détail des inconvénients. Je suppose qu'il y a eu des routes bouchées, etc. Enfin, il y a eu sûrement des problèmes. Je ne crois pas qu'il y ait eu de problèmes physiques, d'atteinte à la santé des gens. Bon, ça c'est déjà un point important. Mais ce que je retiens, c'est que on a désormais, à la moindre tempête, car c'était une tempête, on baptise. Ah mais si, on baptise. On baptise comment? On baptise à la manière de. Mais à la manière de qui, de quoi? On baptise à la manière des cyclones, des hurricanes, des ouragans qui ont lieu aux États-Unis d'Amérique, d'habitude. Et là où ils sont courants, hein, en revanche, hein. Et justement, on tourne la tête et là, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien, on se souvient, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en Caroline du Nord et du Sud, d'ailleurs, il y a un cyclone qui s'appelle Hélène, qui a tout raflé, quoi, qui a tout plié. Un des cyclones les plus puissants qui a jamais été enregistré aux États-Unis d'Amérique. Donc là, on se dit quand même, entre le fait qu'à Nice, il n'y a pas des tempêtes tous les jours à Nice, hein. C'est les gens, les constructions sont pas faites en fonction des pluies diluviennes qui vont tomber, c'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'on est dans l'exceptionnel. C'est pas hyper grave, mais on est quand même dans l'exceptionnel. Dans le Rhône que je citais tout à l'heure, on a vu quand même une rivière revenir dans un canal d'autres fois, quoi. C'est assez exceptionnel aussi, mais ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, on est bien d'accord. Et qu'est-ce on voit des choses exceptionnelles qui s'accumulent les unes derrière les autres. Et quand on remonte, alors j'ai oublié effectivement de parler de la queue du cyclone Kirk, K-I-R-K, qui est un nom américain encore, hein, et qui est une queue en fait d'un cyclone qui vient des États-Unis et qui borde l'Europe et qui a inondé toute une partie de l'Europe. Voilà. Alors avec des résultats plus ou moins enquiquinants, plus ou moins embêtants, mais il n'y a pas eu de choses très très graves. Alors je vais revenir sur la partie de Hélène, qui est le doux prénom de l'ouragan qui a vraiment sévi aux États-Unis d'Amérique, en particulier sur les régions du centre et de la Caroline. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Donc je vais continuer sur l'ouragan Hélène. Eh bien, il s'est passé que il y a eu des tentatives de sauvetage à partir de cette organisation qui s'appelle la FEMA. Alors la FEMA, c'est un sigle que je ne saurais pas vous restituer, et qui est en fait un peu l'équivalent de la Croix-Rouge ou des premiers secours en France, quoi, hein. Et cette FEMA, en fait, il s'avère que on la voit faire des choses qui sont pas forcément en rapport avec sa mission, à savoir
braquer des gens, leur demander s'ils ont de l'argent, de l'or, etc., partir avec et les laisser dans leurs ennuis. Enfin, on a vu toute une série de témoignages de ça qui font qu'aujourd'hui, les populations, eh bien, quand elles voient arriver ces gens de la FEMA, c'est le western, quoi. C'est devenu quelque chose de politiquement très étrange. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'on a affaire à un ouragan exceptionnellement important. Donc, on s'aperçoit qu'on a des montées en puissance de la puissance, justement, des intempéries. Et on se pose la question, mais quand avons-nous vécu ça pour la dernière fois? Réponse, ben, de temps en temps, mais pas à ce point-là. Donc, c'est quand même une première. Et deuxièmement, pourquoi? Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a dans le cycle de rotation de la Terre, de notre chère Terre, ou dans l'alignement de je ne sais quelle planète, est-ce qu'il y a la solution à l'énigme du pourquoi? Et pourquoi tout en même temps et pourquoi maintenant, quoi, hein? Eh bien non, on n'a pas tout ça par rapport à l'astronomie. Personne ne nous en parle, en tout cas. Personne ne nous dit c'est normal parce que Vénus est alignée avec la Terre et Jupiter. Enfin, je dis n'importe quoi, hein. Mais ça pourrait justifier un tas de choses. On a bien le même phénomène avec les éruptions solaires, par exemple, qui ont une influence directe sur ce qui se passe sur notre planète. Et là, la seule réponse qui vient, c'est oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr. On sait que les êtres humains, depuis déjà un certain nombre de dizaines d'années, disposent de moyens technologiques qui permettent de modifier le climat. Ah bon? Bah oui, oui, il y a des solutions, hein. Tout le monde a entendu parler de HARP, de H2ARP, qui est cette technologie qui permet, grâce à des ondes hertziennes, de modifier le climat, notamment, sachant qu'à l'origine, c'était pas du tout ça, ça n'était pas du tout l'objectif. L'objectif était de discuter via des ondes électromagnétiques avec des sous-marins qui se trouvaient dans les profondeurs des océans. Et ça a débordé sur une compétence, une connaissance et une application militaire qui permet tout simplement de faire du mal, c'est-à-dire d'envoyer de la destruction un peu partout. Il suffit de pousser comme une grosse poussette, on pousse et l'ouragan va dans la direction qui nous intéresse. Alors on peut le faire avec des avions, on peut le faire avec un tas de choses. Pas rentrer dans un détail que je ne connais pas, mais je sais juste que ça existe, pour en avoir lu des descriptions techniques nombreuses et parfaitement claires et reconnues par tous. Donc ça veut dire que ces intempéries, puisque c'en sont, eh bien elles sont manipulées potentiellement. Je dis pas que c'est ça, hein, je dis simplement qu'il y a une possibilité pour que tout dans tout ça ne soit pas naturel et que tout dans tout ça ne soit pas non plus surnaturel. Ça veut dire que c'est quelque part entre le naturel et le surnaturel. Eh ben, c'est l'humain caché. C'est l'humain, c'est-à-dire que c'est une fabrication de l'être humain, il n'y a pas de doute, caché aux yeux de la majorité des êtres humains, pour que ces phénomènes passent pour naturels, pour qu'ils puissent même à la limite passer pour des événements bibliques. On entend certains qui nous disent, ça y est, c'est la fin du monde, etc., etc. On est en train de payer quelque chose, il y a une montée en puissance, une montée en charge, il va nous arriver plein de malheurs. Alors effectivement, il peut nous arriver plein de malheurs si ceux qui les génèrent continuent de nous cacher le fait que ça vient d'eux et continuent de nous faire croire que ça vient du ciel. Quand je dis du ciel, je parle du ciel spirituel, hein. Donc voilà, on est au milieu de tout ça. Donc nous, notre rôle à nous, c'est tout simplement de dire attention, ça existe. Le surnaturel, ça existe bien entendu. Le naturel, ça existe. Mais au milieu, vous avez quelque chose de fabriqué, une forgerie, comme on disait autrefois, une fabrication de toutes pièces d'un élément qu'on croit naturel et qui ne l'est pas. Alors, on a d'autres exemples dans le passé récent. On se souvient tous, en France en tout cas, de la tempête de l'an 2000. Et dans la tempête de l'an 2000, on avait eu coup sur coup les deux tempêtes du siècle, quoi. On avait eu celle de la fin du 1er siècle, la fin du 20e, et celle du début du 21e, ou quelque chose comme ça, qui ont eu la même puissance. En clair, il y a eu deux tempêtes totalement extravagantes à intervalles réguliers, qui ressemblaient, allez, si je veux donner une interprétation militaire à ce que ça ressemble à l'exécution d'une menace. Voilà, dès lors qu'on sait que tous ces intempéries sont totalement fabriqués, quoi. Voilà. Alors par qui? Alors une menace de qui? À quoi? C'est les Américains, hein. C'est eux qui ont inventé HARP, c'est eux qui le gèrent, c'est eux qui savent s'en servir. Voilà, ils ont tout un tas d'idées pour extorquer ou pour rançonner. Et ça, c'est quelque chose qu'ils font très, très bien avec les autres pays, et y compris leurs alliés, hein, il n'y a pas de problème. Nous, la France, on est censé être leurs alliés, mais ça n'empêche pas qu'en l'an 2000, il y ait pu y avoir des motifs pour lesquels les Américains nous ont envoyé pas une, mais deux tempêtes coup sur coup. Voilà.
Moi, j'ai vu, enfin, comme plein d'autres gens, hein, mais je me souviens être passé après la tempête, justement, du côté de Royan. Et face à l'océan, j'ai vu des balcons en béton retournés comme des couvercles de boîtes de sardines hein, par le vent. Hein. C'était assez impressionnant. Et je me mets à la place de ceux qui ont eu à subir ça. Donc, c'est pas rigolo du tout. Voilà, mais ça existe. Et ce qu'ont vécu les Américains en Caroline, c'est la même chose. Ils ont vécu ça également. Donc voilà. Donc est-ce que vous avez, mes amis, mes camarades, quelque chose à ajouter à tout ça? Oui, je veux bien. Euh, je suis responsable de 2 jardins dans lesquels j'ai planté évidemment des arbres. Et en été, j'ai 10 degrés de moins en plein cagnard dans mes jardins. Et en hiver, j'ai 5 degrés de plus parce que les feuilles mortes, tout ça se décompose. Dans mes jardins, ils gèlent quasiment pas. Alors que dans la ville, on voit des rues verglacées. Donc, il y a des solutions toutes simples pour notre humanité. Des solutions auxquelles aurait pensé n'importe quel humain, n'importe quel agriculteur aurait pensé à ces solutions. J'ai osé aussi raconter une fois comment déclencher une brise légère en plein cagnard, hein, en étant juste un drap mouillé où on asperge avec de l'eau très fine. Et ça déclenche tout de suite une brise légère. Alors il y a des solutions très simples, mais évidemment qui ne coûtent pas des milliards et qui ne rapportent pas des milliards à certaines personnes. Et puis il y a une solution pour notre humanité dont parle André Stern et je vais vous reparler de lui. Notre plus gros problème, c'est de ne pas être aimé parce que nous sommes comme nous sommes. Donc il y a une question banale que André Stern cite. Est-ce qu'il fait ses nuits quand il s'agit d'un bébé? Nous savons très bien qu'un bébé ne fait pas ses nuits, qu'il est dérangé par différents besoins et que c'est naturel qu'un bébé réveille ses parents la nuit. On pourrait juste demander aux parents, est-ce que c'est pas trop dur pour vous? Mais cette question est très insidieuse puisque ça suppose que l'être n'est pas bien comme il est. Et donc après, on vous vend en vente légale des produits épouvantables à base d'éther pour modifier le comportement et les perceptions, pour nous faire croire que nous sommes un héros, que ce soit sexuel ou guerrier. Ces produits existent et sont en vente libre, décrétés par notre pseudo-gouvernement. Tout ça pour aboutir à être ce que nous ne sommes pas. Donc, André Stern donne une solution qui est magique, c'est dans le regard que nous portons sur un être, lui l'informer que nous l'aimons parce qu'il est ce qu'il est et comme il est. Ça, c'est une solution humaine qui aboutira nécessairement au fait que des gens vont trouver des solutions simples pour agrémenter la vie et pour vivre en harmonie avec la nature. Merci de m'avoir entendu. Votre écoute m'est très précieuse. Oui, ben, je veux bien rebondir à nouveau. Sylvain, à moins que tu veuilles tout ça. Alors, merci pour ces considérations-là. Les intempéries nous font parler. Et je vais continuer sur le mode de la bizarrerie, je dirais. Hein. Alors, moi personnellement, j'ai reçu, je crois que c'était mardi soir dernier, enfin en tout cas juste 24 heures avant la fameuse tempête qui a rempli une ancienne route, un ancien canal dans le Rhône. Eh bien juste avant ça, je reçois, il est à peu près 17 heures et je reçois un avis comme quoi demain, donc le lendemain, il allait tomber une alerte pluie et que ça allait durer 17 heures. Vache. Du coup, je ne vous cache pas que j'ai bougé ma voiture de place parce qu'elle était garée sur un terrain plat légèrement en pente avec un mur à l'autre bout. Voilà, donc je risquais d'avoir de l'eau jusqu'au bas de la caisse. J'ai pas pris le risque. J'ai changé ma voiture de place. Je l'ai mise dans une pente. Très bien. Le lendemain, à l'heure dite, à 17 heures, oh, rideau d'eau. La vache. Et ça a duré exactement le temps qui avait été prévu par l'alerte que j'avais reçue sur mon téléphone. Alors là, je dis, ils sont très forts, là. Parce que je me souviens de l'époque où, quand j'étais enfant, quand on voulait avoir la météo, on écoutait Albert Simon. C'est un monsieur qui prévoyait qui prévoyait la météo. Et alors, évidemment, il se trompait tout le temps, quoi. C'était toujours l'inverse de la vérité ou pas loin. Et c'était presque un sujet de moquerie, hein, même carrément. Aujourd'hui, non, c'est waouh, quoi. Ils m'ont dit que ça démarrerait à telle heure et que ça durerait 17 heures et ça a duré 17 heures. Alors, c'était pas des trompes d'eau tout le temps, mais la pluie ne s'est arrêtée que 17 heures après. Bon.
Comment ils font ça, quoi? Comment ils font ça? Deuxième chose, tout à l'heure j'ai parlé de Nice, j'ai parlé de ce qui s'est passé à Nice et de la tempête Leslie, prénom masculin américain, donc la mode à la mode américaine. Donc il y a une sorte de culture qui est en train de se d'acculturation ou de culture qui était en train de passer des États-Unis à la France pour nommer les tempêtes. C'est amusant. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé à Nice? Eh bien, il y a eu un avertisseur général, un lanceur d'alerte technique, qui est atterri sur tous les téléphones des gens qui étaient dans le secteur, alors Nice, autour de Nice, qui ont tous reçu une alerte sonore assez virulente, et accompagnée d'un message, attention, risque de pluie, intempéries, etc. Bon, boum, tout le monde a reçu ça. Tiens, alors ça, je savais même pas que ça existait, etc. Alors, aux États-Unis, il y a déjà eu ça. Aux États-Unis, il y a eu l'EBS, il y a toujours l'EBS, Electronic Broadcast System, si je me trompe pas trop, EBS, qui est une façon d'alerter les Américains ou les Français, peu importe, d'un risque majeur imminent. Alors, un risque majeur imminent, c'est quoi? Bah, c'est des bombardements. J'espère que je touche du bois, mais qu'on n'aura jamais à s'en servir. Et puis, ça peut être effectivement des intempéries. Hein. Donc, risque majeur, c'est ça. Hein. Donc, là aussi, on se dit, tiens, on emploie les mêmes méthodes que pour la guerre pour nous avertir de la météo. Mais est-ce qu'on ne ferait pas l'un avec l'autre? Est-ce que la nouvelle menace, je dirais, sur les peuples, elle viendrait plus des intempéries potentielles que d'une éventualité, disons les choses, d'une guerre nucléaire, que personne ne souhaite évidemment, mais cette menace météorologique ne viendrait-elle pas en substitution de ces projets de guerre nucléaire? Voilà. Donc les pays peuvent se menacer entre eux. Alors tous ceux qui ont cette arme, évidemment, sont du côté du manche, comme on dit chez moi, hein, c'est-à-dire qu'ils savent s'en servir, ils savent l'utiliser. Ceux qui ne l'ont pas, bah, sont condamnés à regarder passer les intempéries. Hein. Et surtout s'ils ne sont pas d'accord avec le pays qui a cette arme. Donc voilà, donc on est encore à nouveau sur de la géostratégie, si je puis dire, et où là c'est le climat qui va servir de bélier pour ramener les peuples récalcitrants ou les gouvernements récalcitrants à meilleure mesure vis-à-vis, nommons-les, hein, vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, qui savent très bien manipuler HARP, puisque c'est eux qui l'ont inventé. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je veux bien reprendre par rapport à l'accord avec la nature de notre humanité ou à son désaccord. Je connais un maraîcher agriculteur qui n'a jamais voulu employer le moindre traitement chimique. Alors au début, il avait moins de rendement que les autres. Et au bout de 20 ans, la terre des autres était morte et ne fournissait plus rien. Ceux qui avaient voulu utiliser des traitements chimiques s'étaient donc endettés sur 20 ans pour utiliser des traitements chimiques puisqu'ils avaient signé des contrats. Et leur terre non seulement était morte, mais se laissait raviner par les pluies puisque ça avait tué non seulement tous les micro-organismes, mais aussi les rongeurs et tous les animaux qui creusent des terriers dans lesquels l'eau s'engouffre en cas de forte averse et ça évite à la terre de raviner tout simplement. Alors, on peut se plaindre des malheurs de l'humanité tant que nous laissons des fous furieux faire semblant de gouverner le monde, forcément qu'il va nous arriver des tuiles comme ça. Et au CNTFCH, dont je suis très honoré d'avoir été accepté comme membre, nous avons un plan de route pour réharmoniser notre humanité avec la nature. Nous avons donc des commissions qui vont réfléchir sur chaque domaine, dans lesquelles je souhaite, à titre personnel, fortement que les enfants soient inclus en raison de leur puissante intelligence qui se limite progressivement à la force de grandir et d'abandonner nos potentiels. Donc, nous avons dans notre programme une volonté, une bonne volonté, je dirais, de se réharmoniser avec notre environnement, de replanter des arbres quand c'est possible, de refonctionner en harmonie avec la nature et en harmonie avec notre nature humaine, de développer aussi des médecines qui soient vraiment des médecines et de surveiller qu'il n'y ait pas de comment on appelle ça quand on paye quelqu'un pour rendre un faux service. J'ai oublié le nom. Bref, quand on soudoie quelqu'un
pour accomplir une basse besogne. Tout ça, c'est prévu d'éliminer ça par le simple fonctionnement du tirage au sort. Pour ma part, je souhaite aussi qu'on développe les cercles de parole dans tous les milieux, y compris dans les prisons et les hôpitaux, les cercles de parole où tout le monde aura la parole. Et voilà, il y a des solutions simples avec la vie. N'oublions pas que la vie est simple et que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Merci d'avoir entendu. Oui, Philippe. Juste avant de te laisser conclure, rappelez que nous avons tous les lundis soirs, et en particulier ce lundi, rendez-vous sur une salle Zoom avec tous nos adhérents qui veulent venir, évidemment, dans une salle dont le numéro commence par 826, je répète 826. Je voudrais rappeler aussi à tous ceux qui nous regardent, qui ne sont pas forcément adhérents au CNTFCH, qu'ils peuvent nous écrire à contact.info@conseilnational.fr. Voilà. Les intempéries vues par le CNTFCH le lundi, enfin le sujet de ce lundi. Maintenant, si vous me laissez quelques secondes, je vais vous faire les intempéries vues par Sylvain. Vous allez voir, ça va aller vite, elles sont pas mal. Des tempêtes de sourire, des vents de tendresse et un ouragan de bon sens. On est très bien. Merci à vous. Prochain rendez-vous avec la France Libre et le Conseil national de transition français, canal historique, à partir de mercredi. Excellente soirée. Bonne semaine.